Bonjour, bienvenue au conseil municipal. Merci. Oui. Hello. Hello. Hello.
Bien, je vous invite à prendre place pour commencer à l'heure notre conseil. Qui fait l'appel? Bonne question. Monsieur Denis d'Aigreville. Donc installez-vous et on va tout de suite commencer par l'appel. Donc Monsieur d'Aigreville. Merci, monsieur. Ça commence bien. Alors, je vais procéder à l'appel. Monsieur Pierrefonds, Madame Emmanuelle Aubrin, Monsieur Antoine Delacoste-Larémondi, Madame Alexandra Dublanche, Monsieur Reynald Godard, Madame Lina Lim, Monsieur David Carmier donne procuration à Monsieur Asman, Madame Francine Granier donne procuration à Madame Lim, Monsieur Pierre Prigent donne procuration à Monsieur Sevin, Madame Alice Agem, Monsieur Frédéric Asman, Madame Leïla Garbi sera en retard, Monsieur Francis Sevin, Monsieur Tanguy Buche, Madame Arlette Lebert donne procuration à Madame Agem, Madame Sylvie Danel, Monsieur Laurent Mézéguet donne procuration à Madame Aubrin, Madame Dolores Pinto Rodriguez, Monsieur Benoît Nojac, Madame Gina Le Divnac, Monsieur Mathieu Prima, Madame Marie-Claude Pécriot, Monsieur Hassan Drif, Madame Sonia Boss donne procuration à Monsieur Buche, Monsieur Mbarek Bouchliga, Madame Arlette Staub, Monsieur Végreville ici présent, Madame Nadia El Le Taïef donne procuration à Monsieur Boué-Vin de Mai, Monsieur Nicolas Fay donne procuration à Monsieur Delacoste-Larémondi, Madame Marie-Astrid Marin de Montmarin donne procuration à Madame Dublanche, Monsieur Jacques Salamitou, Madame Karine Tonkara donne procuration à Monsieur Salamitou, Monsieur Benoît Bouébin de Mai, Madame Brigitte Touvenin donne procuration à Monsieur Nojac, Monsieur Daniel Magaliage Coutinho donne procuration à Monsieur Godard, Madame Christelle Rottelmoser, Monsieur Michel Jean-Louis, Madame Marie-France Blanchard, Madame Isabelle Amaglio-Terris, Monsieur Oumar Camara, Madame Danielle Chaudat donne procuration à Monsieur Audouin, Monsieur Roger Audouin, Madame Laetitia Labille, Madame Michel Vitrac-Pouzoulet, Monsieur Pierre-Alexandre Mounier. Je vous remercie, je rends la parole à Monsieur le maire. Merci beaucoup. Le quorum est atteint, donc on peut commencer l'examen de nos délibérations. Nous commençons par les ressources humaines avec les élections professionnelles 2022. Je passe la parole à Lina Lim. Oui, merci Monsieur le maire. Donc cette délibération vise à créer les instances représentatives du personnel en vue des élections professionnelles qui auront lieu le 8 décembre 2022. Donc à cette occasion, les agents éliront leurs représentants du personnel pour les commissions administratives paritaires, la commission consultative paritaire et le comité social territorial. Précédemment, une délibération avait été adoptée pour créer un CT et un CHSCT qui sont communs entre la ville et le Centre communal d'action sociale, le CCAS. Donc, il est proposé de maintenir cet aspect commun. Et il est demandé au conseil municipal d'autoriser la création de ces instances représentatives et d'inscrire les crédits nécessaires au budget. Merci. Y a-t-il des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Fixation du nombre de représentants au comité social territorial et de la formation spécialisée. Lina Lim. Oui, donc il s'agit ici de fixer le nombre de représentants pour le comité social territorial. Donc ce nombre dépend des effectifs de la commune, des effectifs d'agents. Nous proposions de le fixer à 5 titulaires et 5 suppléants. Comme précédemment pour les autres organes, c'est un organe qui est commun entre le CCAS et la ville. Et nous proposons de maintenir son caractère paritaire entre les représentants du personnel et l'employeur. Donc il est demandé au conseil municipal de fixer le nombre de représentants à 5 et de maintenir le paritarisme numérique au sein du conseil social territorial. Merci. Y a-t-il des questions? Monsieur Audouin.
Oui. Peut-on avoir le nom des personnes qui représentent le collège employeur, s'il vous plaît? Bah, pour l'instant, il n'a pas été fixé, et pour l'année 2022, mais pour ce mandat-là, les noms, vous les avez, monsieur? Je ne connais pas par cœur exactement le nom, mais c'est des membres de l'ADG, moi-même, et d'autres élus, mais je ne connais pas le détail exactement entre les organes. Il y a madame Staub, il y a monsieur Mézéguier, monsieur Prigent, et puis des membres de la direction générale. Mais si vous voulez, je vous enverrai la liste exacte par organe, mais comme il y a 4 organes différents, je ne les connais pas par cœur. D'accord. Merci. Y a-t-il d'autres questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Délibération financière. Approbation d'une convention type relative à la participation financière pour le raccordement de collectifs au réseau Enedis. Monsieur Delacoste-Larrimondé. Alors, dans le cadre d'opérations de construction d'immeubles, des extensions de réseaux électriques sont quelquefois nécessaires. Ces travaux sont pris en charge pour 40% par Enedis et 60% par nous. Et pour être bref, on considère que ce n'est pas à nous de faire ça, mais aux promoteurs. Et donc, on passe une convention à la demande de la trésorerie pour formaliser le fait que c'est dorénavant le promoteur qui paiera et non pas la ville pour les 60% d'extension des réseaux électriques en cas de construction d'immeubles. Merci. Madame Lim, Lina, si tu peux fermer ton micro. Pardon. Merci. Y a-t-il des questions? Non. Passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Nous avons ensuite un contrat Yvelines Territoire, avenant numéro 1. Monsieur Delacoste-Larrimondé. Donc c'est l'avenant numéro 1. Alors il y a une erreur dans la délibération, il y a une incohérence en fait. Au 3e paragraphe, la première tranche de réalisation arrivera à échéance le 31 décembre prochain, est arrivée à échéance le 31 décembre dernier, parce que ce n'était pas cohérent avec la date, 3 paragraphes avant la fin, jusqu'au 31 décembre 2023. Il y avait ou l'un ou l'autre qui était faux, et donc c'est le premier qui était erroné. Donc c'était bien le 31 décembre dernier que c'est venu à échéance, et donc nous prorogeons la tranche numéro 1 jusqu'au 31 décembre 2023. Et donc le montant global ne change pas, il est toujours de 20 millions. Il y a quelques petits changements internes entre mobilité et intermodalité. Ne me demandez pas ce que c'est que des intermodalités, j'en ai pas la moindre idée. Et le tourisme, lui, qui augmente, et l'attractivité économique qui ne bouge pas. Voilà. Mais donc c'est une prorogation de 2 ans, c'est surtout ça, en raison de glissement de calendrier, j'ai adoré cette expression, c'est-à-dire tout simplement à cause du retard pris. Merci. Y a-t-il des questions? Madame? Oui, pas une question, juste une remarque. On avait bien remarqué la baisse de 3 millions sur l'enveloppe mobilité intermodalité. On la déplore, voilà, dans le cadre de tout ce qu'on essaye de dire et faire sur les aménagements cyclables et le plan vélo d'une manière générale, voilà. Oui, il reste 10,5 millions quand même. Et puis vous savez, ce qui peut être changé dans un sens peut l'être dans un autre sens. Là, il y a 3 millions de plus pour le tourisme, culture et enseignement supérieur, ce qui n'est pas négligeable non plus, mais ça peut très bien évoluer à l'avenir. Hein. Ce n'est pas du tout figé dans le marbre. Très bien. Y a-t-il d'autres questions? Non. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Alors, je voulais remercier quand même ceux qui avaient organisé la salle, parce qu'il faisait une température maximale tout à l'heure. Et là, il fait presque frais. Pas de quoi se mettre sous une couette, mais néanmoins, une température acceptable. Alors, nous continuons l'examen de notre délibération. Voirie, approbation d'une convention de valorisation des certificats d'économie d'énergie. Monsieur Godard. Oui, alors c'est une délibération que nous passons chaque année, hein, puisque nous faisons des travaux de voirie, notamment dans le cadre de l'éclairage public. Et grâce au dispositif d'État, ça génère des certificats d'énergie que nous redonnons au syndicat Énergie et Yvelines, qui les regroupe de l'ensemble des communes, qui les revendent, et après, bien évidemment, au montant du prix qu'ils les revendent, ils nous restituent les bénéfices. Le seul point supplémentaire dans cette délibération, qui n'est pas affiché, mais qui l'est dans la Convention, c'est que j'ai souhaité qu'on puisse aller plus loin, puisque en plus des LED que l'on change, on peut aussi en bénéficier pour les travaux que l'on fait des rénovations dans le cadre des chaudières et des bâtiments, notamment les changements de fenêtres et autres.
Et donc on les a inclus dans le cadre de la convention et on verra si ces certificats d'énergie vont nous permettre de faire des économies supplémentaires en restitution des travaux réalisés. Merci. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Nous avons ensuite l'approbation de la convention de mise en place de matériel vidéo de vidéoprotection sur la résidence Les Reflets du bailleur social Logirep. Monsieur Godard. Donc là aussi, c'est une convention d'un dispositif que nous avons depuis quelques années, c'est-à-dire que dans le cadre de l'amélioration de la sécurité, notamment pour les habitants de certains quartiers, le bailleur qui souhaite installer un certain nombre de caméras peut le faire dans le cadre d'un accord avec les services de la mairie et de la police municipale. Donc le bailleur paie le matériel, les images sont reliées au centre de supervision à la police municipale, la police municipale donc gère les images, et donc pour cela il nous faut bien évidemment une convention qui vous est présentée ce soir. Y a-t-il des questions? Madame Maglio. Oui, pardon, une remarque. On est toujours convaincu par le fait de déployer de la vidéoprotection de manière isolée. On souhaiterait qu'il y ait des accompagnements sur le terrain avec des structures d'accueil, des structures d'accompagnement, de prévention. On l'a souvent dit. Pour autant, on sait bien la difficulté qu'a rencontré en particulier ce quartier en termes d'incivilité, en termes de violence, en termes de dégradation. C'est la raison pour laquelle on ne votera pas contre. Vous ne voterez pas la délibération? Contre. Ah, d'accord. Okay. Oui, monsieur Godard. Non, c'est une innovation. Que l'opposition vote pour, c'est plutôt... J'ai dit qu'on ne votait pas contre. De toute façon, ça ne change rien au résultat. Bien, donc, y a-t-il d'autres questions? Non. Je propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. C'est mieux déjà. Une procédure de délégation de service public pour la gestion et l'exploitation des marchés publics communaux d'approvisionnement. Monsieur Francis Sevin. Merci, monsieur le maire. Donc, la gestion du marché de Bussy et du marché de la Gare a été confiée par délégation de service public à la société L'Oiseau Marché. Le contrat arrivera à son terme le 15 juin 2023. Après analyse, telle que présentée dans le rapport de délibération, il ressort que la délégation de service public, sous la forme d'un affermage, demeure le meilleur mode de gestion comparativement au marché public et à la régie municipale. Aussi, il est proposé de lancer une procédure de délégation de service public dont la durée est approximativement d'1 année pour effectuer une mise en concurrence et rechercher la société qui reprendra la gestion en juin 2023 pour une durée de 4 ans. C'est l'objet de la présente délibération. Les principales caractéristiques techniques qui figureront au cahier des charges sont détaillées au sein du rapport de présentation. Il s'agit essentiellement de confier des missions liées à la maintenance de certains matériels, l'application de la réglementation, la relation avec les commerçants, l'entretien et le nettoyage, le développement, enfin le développement commercial. Merci. Y a-t-il des questions? Oui, Madame Vitrac-Pouzoulet. Oui, merci de me donner la parole. J'ai juste une petite interrogation sur le marché de Bussy. Qu'est-ce qui va être demandé en termes de présence aux commerçants? Parce que bon, très souvent dans les contrats qui existaient jusque-là, il y avait un certain temps de présence le jeudi, un certain temps le dimanche. Or, on s'était rendu compte, lors de la dernière commission d'appel d'offres, que les commerçants désertaient le jeudi et que ce marché était triste et donc pas très attractif, alors qu'il correspond, c'est un peu un service public sur ce quartier pour des gens un peu âgés qui font leurs courses en semaine. Donc voilà, je me demandais si on pouvait garder cette option, demander aux commerçants de garder quand même une certaine présence pour que le marché vive aussi le jeudi. Je vous remercie.
Merci. C'est une remarque tout à fait judicieuse et je ne sais pas si Francis, tu veux y répondre ou... Ben, moi, ce que je peux dire, c'est que de toute façon, il faut faire la différence entre les permanents et les volants. Bon, les volants, je ne suis pas sûr qu'ils viennent les deux journées. Par contre, moi, je suis plutôt pour maintenir l'obligation de présence pour ceux qui sont là en permanence. Sachant que c'est un débat éternel, puisque, comme vous le dites, les chiffres d'affaires réalisés sont beaucoup plus importants le dimanche que le jeudi. Mais bon, un marché, c'est quelque chose de global. Et donc, on est plutôt sur cette ligne-là. Qui voulait prendre encore la parole? Madame Ameglio. Oui, monsieur le maire. On votera comme on a voté les précédentes délibérations portant sur ce sujet, c'est-à-dire qu'on votera positivement, parce qu'on est assez convaincu qu'il faut une délégation pour couvrir ses besoins, à la fois pour avoir le matériel suffisant, on l'a vu avec la gestion des déchets en fin de marché qui vient de s'installer avec le local, mais également pour permettre aux salariés de cette société d'avoir des temps pleins et un confort de vie minimal. Y a-t-il d'autres demandes de parole? Non, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délégation adoptée. Je vous propose ensuite de faire une petite modification de l'ordre de passage en proposant de prendre la délibération 11 là, sur l'attractivité commerciale, rapportée par Alexandra Dublanche, qui ensuite, je crois, doit nous quitter. Je ne sais pas trop pourquoi, mais il y a peut-être des gens à convaincre. Donc voilà. Merci beaucoup, monsieur le maire. Alors, il s'agit de relancer l'appel à projet pour le local qui est au 5 avenue de la République. Si vous vous souvenez bien, en juin, on avait approuvé la désignation d'un lauréat qui était le comptoir de la Grange, qui est porté par une entreprise qui s'appelle Y, et qui avait prévu de faire une épicerie de produits locaux à 95% francilien. Et on l'avait choisi aussi parce qu'il y avait des garanties financières à la bonne réalisation du projet. Or, avec le Covid, ils n'ont pas réussi à boucler leur financement. On a attendu en espérant qu'ils y arrivent, mais ils n'y arrivent pas. Ils n'arrivent pas à boucler leur tour de table, donc du coup on a dû être contraint de déclarer infructueux l'appel à projet et donc de le relancer. Je pense qu'ils vont repostuler parce qu'ils ont toujours envie d'être là, mais nous on ne pouvait pas attendre plus longtemps qu'ils bouclent leur tour de table. Donc on relance ça et voilà, en espérant peut-être que d'autres se manifestent, bien sûr, et puis eux qui y arrivent cette fois-ci. On verra. Merci. Y a-t-il des questions, Madame Amaglio? Oui, nous avions justement sollicité en décembre dernier sur ce sujet devant la vacance de ce commerce et le fait que la vitrine continue à être occultée, joliment certes, mais en tout cas sans commerce. Vous nous aviez fait une réponse qui était un peu différente à l'époque, indiquant qu'il y avait, assez confiante, indiquant qu'il y avait des difficultés qui seraient confortées. Voilà, donc on est un peu surpris de voir qu'en fait, à cette époque-là déjà, le projet avait pris l'eau, pour les raisons que vous indiquez. On n'était pas en plein premier pic de pandémie il y a 6 mois. Malheureusement, on avait déjà connu cette situation depuis 2 ans. Sur le sujet, on avait, lors de la présentation des projets, on avait souhaité participer avec voix consultative au groupe examinant les projets, donc on redemande la même chose. Et puis, je m'étais exprimée également sur ce sujet lorsque vous aviez indiqué quel était le lauréat, et j'avais indiqué que j'étais un peu surprise qu'on choisisse une spécialité commerciale quasiment en concurrence directe avec le magasin d'en face. Vous nous aviez assuré que ce n'était pas le cas. Pour avoir regardé de plus près, c'est quand même globalement le cas, alors qu'on manque d'autres types de commerces et de commerces de bouche à Sartrouville. Il n'y a pas de fromagerie, il n'y a pas de poissonnerie, enfin, il manque, pour rester sur les commerces de bouche, il y a d'autres commerces. Et donc on aimerait que dans le cahier des charges, il y ait un levier pour éviter d'avoir une concurrence à bord géographique immédiat sur un métier quasi similaire avec des commerçants qui se relèvent de la pandémie et qu'on aimerait bien voir encourager plutôt que concurrencer directement. Alors, votre intervention me laisse croire que votre connaissance du secteur privé n'est peut-être pas tout à fait poussée parce que
ce que j'ai dit déjà en septembre, en fait, voilà, ils n'ont pas bouclé leur tour de table, ils nous ont fait, eux ont même cru réussir à le faire avec leurs investisseurs, et c'est sans cesse retardé à cause du Covid. Enfin, le Covid était déjà passé, mais le nombre d'entreprises qui souffrent aujourd'hui des conséquences du Covid est phénoménal en termes de restauration. C'est pas parce que le Covid était fini à ce point-là qu'il n'y a plus de conséquences Covid sur les commerces et les restaurateurs et les entreprises. Donc, ils ont cette difficulté à boucler leur tour de table. Donc, on a voulu, parce que moi, je suis persuadée que c'était un très bon projet, qui n'était pas en concurrence avec En Face, puisque c'était des produits frais. Or, les produits frais sont très très limités chez les Bons Accords, vous le savez. Il y a un peu de fromage, mais là, c'était des produits frais, des fruits, des légumes. Donc, c'était vraiment différent. Donc, on n'est pas complètement non plus dans l'absurdité de vouloir mettre un concurrent à un commerce qui marche très bien et qu'on apprécie tous et qu'on connaît tous très bien. Donc voilà. Et ensuite, je rappelle juste aussi que le jury, c'est pas seulement nous, c'est tout un tas d'experts, de la CCI, de la CMA, BGE, etc. Donc ce projet avait été choisi positivement. Et alors là, j'entends toute cette fois, à chaque fois cette remarque dont on veut un fromager, un poissonnier, on en veut tous, mais c'est une initiative privée, du secteur privé. Et à un moment, on n'a pas tous les leviers dans notre possession, malheureusement, sinon on aurait fait venir tous ces commerces-là. Mais tout ne dépend pas d'une mairie, d'une collectivité pour pousser un investisseur privé à investir à un endroit. Enfin, sinon, ça serait beaucoup plus facile que ça et on y serait déjà. Donc, pour toutes ces raisons, moi, j'espère que l'appel à projet sera fructueux, mais à un moment, s'ils n'arrivent pas à faire leur tour de table parce qu'ils ont eu 2 ans de Covid et qu'ils ont eu des baisses de chiffre d'affaires importantes, voilà, je peux pas y faire grand-chose, et donc on va pas attendre éternellement que ce tour de table se boucle ou pas, et donc on relance la chose. Merci. Oui, Madame Maglio. J'ai quelques remarques et propositions en complément. Alors, je pense que vous savez que ce sont des sujets que je connais très bien, le commerce et le privé, donc je pense qu'on peut passer de remarques un peu désagréables comme celles que vous avez formulées, sur le fait d'avoir un commerce vacant depuis autant de temps. Ça pose un problème de commercialité pour tout le linéaire. Voilà, ça, c'est quelque chose de très établi. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas, pour éviter cette vacance commerciale, envisager un aménagement minimal avec une boutique éphémère, avec on a des talents à proximité de gens qui pourraient peut-être être intéressés par un loyer de très court terme pour pouvoir exposer avec une rotation. Enfin, on pourrait peut-être imaginer quelque chose d'un peu plus dynamique que ce commerce fermé et qui permette de bénéficier aux entreprises locales, alors l'intercommunalité, parce que peut-être que Sartrouville n'est pas assez grand pour pouvoir dimensionner une rotation, qui pourrait aussi intéresser les Sartrouvillois et puis d'autres clients, parce que là, raisonnablement, se dire que ça va rester fermé 2 ans, voire 3 ans, ça me semble pas très positif pour tout le monde. Bien sûr, et évidemment, nous y avons pensé. Après, c'est pas si facile que ça d'ouvrir une boutique éphémère, parce que le changement de locataire se fait pas tout seul. Ça demande des moyens humains. Accessoirement, les boutiques aussi. Alors, on est en train, justement, on a fait quelques travaux dans les 2 boutiques, celle République et Jaurès, et pour les appels à projets. Mais c'est pas si simple que ça de lancer une boutique éphémère, parce ça se fait pas tout seul, quoi. Donc ça demande, et on a 2 personnes au service commerce, et je suis pas sûre qu'il y en a une qui puisse gérer ça en plus de tout ce qu'elle gère. Donc notamment pour cette raison, à ce stade, c'est compliqué. Mais moi, j'ai d'espoir, vu la localisation de ces locaux, qu'on trouve preneur. Mais effectivement, en post-Covid, c'est compliqué. C'est compliqué. Qu'un entrepreneur se mette à investir, ça se trouve pas comme ça, malheureusement. Et vous voyez pas des milliers de nouveaux commerces émerger dans toutes les villes en ce moment. C'est pas trop la tendance. Merci. Quelqu'un d'autre souhaite prendre la parole? Donc je mets au vote. Qui est... Oui, Benoît. Je voulais juste, à titre d'information, il y a des commerces qui viennent pour s'installer à Sartrouville. Des fois, c'est le propriétaire ou tous les personnes de l'immeuble qui refusent ce commerce. Un poissonnier peut être accueilli à Sartrouville avec grand plaisir, mais vous allez retrouver dans un immeuble où personne ne veut de poissonnerie en bas. Et donc, quand on passe en décision syndicale,
au niveau du syndic de propriété, en fait, c'est refusé directement par les locataires ou propriétaires qui sont juste au-dessus, fromagerie ou poissonnerie. Ça, c'est un gros souci que j'ai découvert depuis quelques années. Par exemple, dans le local LCL, l'ancien LCL côté Jean Jaurès, bah, par exemple, la copro ne veut. On a un projet de café super, la copro ne veut pas d'un café. Enfin, on a ce cas-là, mais c'est même pas poissonnerie, quoi. Là, et ils veulent pas. Il y en a qui veulent pas d'alimentaire, enfin voilà, ou des propriétaires qui veulent pas d'alimentaire non plus. Mais la ville a quand même quelques leviers. Enfin, j'entends les baux, les clauses bruit odeur, on connaît, on voit bien le sujet, mais avec les nouvelles constructions et les pieds d'immeubles qui pullulent un peu partout, il y a peut-être le levier de la ville d'imposer dans le cahier des charges, d'ouvrir à ce type de commerce aussi. Enfin, et c'est ce qu'on fait, mais les principaux commerces vacants, ils ne sont pas dans des nouveaux immeubles. Et ça, on le fait pareil, Jean Jaurès, il y en a un, il y a la possibilité. Mais vous voyez, même l'ancienne épicerie qui est devant la police municipale, le propriétaire ne voulait pas d'alimentaire, alors qu'avant, c'était une épicerie. Donc nous, après, on essaie de négocier en disant, bah, si, ça serait quand même bien, il y a alimentaire et élémentaire, on n'est pas obligé de mettre une poissonnerie, on peut mettre quelque chose qui a moins de, on va dire, de nuisances olfactives. Mais on a beaucoup, et c'est surtout les copros, tout le monde veut des restaurants à Sartrouville, mais personne n'en veut en bas de chez soi, quoi. Merci. Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Et nous avons ensuite, donc nous revenons dans l'autre sens, récompense attribuée aux élèves rentrant en 6e. Et comme Francine Granier est absente, je passe la parole à Nina Lim. Oui, donc comme chaque année, il s'agit ici de voter l'attribution des dictionnaires aux élèves de CM2 qui entrent en 6e. Pour précision, depuis 2020, ces dictionnaires sont achetés à la librairie des gens qui lisent de Sartrouville. Et il est demandé au conseil municipal d'accepter cette remise de récompense et d'inscrire les crédits au budget de la ville. Merci. Donc c'est assez classique. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Modification du règlement de fonctionnement des établissements d'accueil des jeunes enfants, l'INALIM. Donc cette délibération vise à modifier le règlement de fonctionnement des établissements d'accueil de jeunes enfants, donc EAJE, pour deux raisons. Donc pour faire face aux modifications réglementaires, donc des changements majeurs dans la réglementation de l'accueil de la petite enfance sont listés dans la délibération à votre lecture. Et pour faire face aussi à l'intégration, enfin pour intégrer l'impact d'évolution qu'on avait voté au conseil municipal précédemment, notamment la création de 2 établissements d'accueil en lieu et place de la crèche Croque-la-Vie, et également la modification du régime des congés pour les enfants accueillis. Donc il est demandé au conseil municipal d'approuver cette modification de réglementation de fonctionnement. Y a-t-il des questions? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Toujours l'INALIM, modification du règlement de fonctionnement du site internet Relais Petite Enfance. Oui, donc ici, il s'agit de modifier la réglementation du site internet qui s'appelle maintenant le Relais Petite Enfance, qui était avant le Relais Parents Assistants Maternels, donc RPAM. Donc 2 raisons pour ce changement. Premièrement, la modification de l'appellation du service et deuxièmement, la mise en conformité avec les dispositions du RGPD. Donc notre site internet ne respectait pas tout à fait ces réglementations. Donc il est demandé au conseil municipal d'approuver la modification de ce règlement de fonctionnement du RPE. Merci. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Autorisation de signer une convention financière avec le Sartrouville Tennis Club. Alors, qui rapporte? Marek Bouchliga. Oui, merci Monsieur le maire. L'association sportive, l'association Sartrouville Tennis Club est investie sur Sartrouville depuis de nombreuses années. Un club dynamique qui regroupe plus de 636 licenciés sur la saison 2020-2021. Chaque année, la ville soutient financièrement le club en lui attribuant une subvention de fonctionnement qui varie selon le nombre de licenciés. Cette année, de façon exceptionnelle, la ville a souhaité attribuer une subvention pour l'aide au développement féminin du paddle. Afin de formaliser ce soutien, il est proposé au conseil municipal de signer une convention financière avec cette association.
et d'approuver donc le projet de convention financière entre la ville et l'association Sartrouville Tennis Club tel que annexé à la présente délibération, d'autoriser Monsieur le maire ou son adjoint délégué à signer la dite convention, de documents y afférents. Bien, y a-t-il des questions? Oui, Monsieur Audouin. Et dans la délibération, nous n'avons pas le montant de cette subvention. C'est une convention. Y a-t-il d'autres questions? Passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Affaires culturelles et sportives, association versement d'une subvention exceptionnelle au badminton. Monsieur Bouchliga. Or, le conseil municipal est amené à se prononcer sur la demande de subvention exceptionnelle reçue par la ville de la part de la section badminton de l'entente sportive Sartrouville. Cette demande de subvention consultable auprès de la direction AXA a fait l'objet d'un examen au regard de critères de l'utilité locale, du nombre d'adhérents ainsi que de la qualité de la gestion financière. L'entente sportive de Sartrouville groupe différentes sections, dont la section badminton. Celle-ci, dans le cadre des subventions, des activités estivales, souhaite mettre en place un stage, les Olympiades, durant 4 jours pour les jeunes sartrouvillois. Pour cela, elle sollicite donc le soutien de la ville. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver l'attribution de la subvention exceptionnelle de 1 000 €, d'autoriser monsieur le maire ou son adjoint délégué à signer les pièces afférentes à son versement. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Et enfin, dernière délibération, accord de principe pour le classement d'une cloche. Et donc, je passe, alors qui s'appelle Jeanne Prosper, et qui est très ancienne, et donc je passe la parole à notre spécialiste des cloches, Frédéric Assmann. Donc il nous est proposé, merci. Donc il nous est proposé d'approuver le principe de classement de la cloche de Sartrouville Jeanne Prosper qui date de 1708. Classement au titre des monuments historiques, donc elle date de 1708. Il y a actuellement 2 cloches à Saint-Martin, donc Jeanne Prosper 1708 et Victorine Hélène Adrienne qui date de 1932 et qui pèse 333 kg. Traditionnellement, il devait y avoir 3 cloches à Sartrouville jusqu'en 1793, à la déclaration de la guerre à l'Autriche en 1792. L'Assemblée législative a demandé à ce que les cloches de France soient descendues pour être fondues, pour pouvoir créer des armes pour la guerre. Ça a sans doute été ça a été le cas à Sartrouville. On a juste conservé donc une cloche au lieu de 3. Celle-ci, Jeanne Prosper, qui va donc être remontée à l'issue des travaux de restauration de l'église. La seconde, Victorine, va être déposée et ne sera pas remontée. À sa place seront installées 2 nouvelles cloches, de façon à revenir au système d'harmonie classique dans le nord de la France, de 3 cloches. Et donc, celle de 1932 sera exposée probablement dans l'église. Et on reviendra avec donc 2 nouvelles cloches au système classique, qui était le cas à Sartrouville jusqu'en 1793. Et donc, il nous est proposé d'accepter le principe du classement de Jeanne Prosper. Y a-t-il des questions? Non. Donc, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Nous avons terminé nos délibérations. Donc, nous avons les décisions municipales. Y a-t-il des questions? Monsieur Audouin. Oui, la 28, s'il vous plaît, 44 millions sur 4 ans pour des démolitions des bâtiments communaux. Alors, est-ce que c'est le collège Romain Rolland? Non, oui, non, collège Romain Rolland, non, parce que c'est une propriété départementale. Donc, c'est des pavillons qu'on achète et qu'on démolit, enfin, c'est tout, voilà. Mais c'est le montant, c'est un montant maximum, c'est-à-dire un plafond. Y a-t-il d'autres questions?
Madame Maglio. Pardon, la 21 pour le plan sport oxygène événement. Et j'y joins la 49 pour les équipements sportifs de proximité. Alors la 21, c'est la frappe à digue. D'accord. Et l'autre, laquelle alors? T'as combien? La 49. Hein. La 49, je dis ça. C'est un projet de création de terrain de volley de plage. Et le montant est en cours de détermination. D'accord. Sur la 27 pour la rue Volley des de Aubins. plage que certains appellent beach volley. Surtout pas. Oui, alors qu'est-ce que vous avez? D'autres questions? Ça va me suivre, ça. Allez-y, allez-y. C'est bon? Non, je n'ai pas entendu ce qu'il vient de se dire. Ça s'appelle beach volley. Ah, Et oui, on c'est appelle ça en d'accord. français volley de plage. Oui, c'est votre débat interne sur la sémantique. Voilà. La 27 sur la rue des Aubins et la 23 sur la préemption. Ah, mais du coup, on vient de la voir. La 27, 27, oui. Simplement c'est une location à une famille qu'on le loue. La maman est partie, le bail est donc modifié pour mettre à jour l'identité des locataires, c'est-à-dire le fils et la fille. Et sur la 24, on a une idée du projet de la destination? Et le 24, c'est la préemption d'un pavillon. Pour garder la maîtrise avenue voilà. Georges Clémenceau, c'est dans le cadre de la restructuration globale de cette avenue. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Madame Vétrac-Pouzoulet. Oui, j'avais une question sur la 31. Il est noté des travaux de réfection de la chaufferie du groupe scolaire Léo Lagrange. Et je voulais savoir si on prévoyait une isolation adéquate avec. Parce qu'en général, quand on rénove le chauffage pour que la chaleur ne s'échappe pas par les fenêtres, c'est peut-être une bonne idée de revoir un peu l'isolation en même temps. Alors, en l'état, le marché, d'après ce que je comprends, porte uniquement sur le remplacement complet de la chaufferie. Quand on remplace les chaufferies, en général, elles coûtent ensuite beaucoup moins cher en consommation parce qu'elles sont beaucoup plus efficaces. Hein? On gagne 20% sur le coût de la consommation. Donc là, c'est le remplacement complet de la chaufferie. Après, on verra éventuellement s'il y a d'autres travaux nécessaires en termes d'isolation. Et ça porte que sur la chaufferie. Avez-vous d'autres questions? Non, mais je vous remercie. Alors, il y avait des questions diverses. Renouvellement urbain, point sur la maison du projet, les suites à donner aux demandes exprimées par le Conseil citoyen. Je crois que c'est Tanguy Buche qui répond, mais je lui passe la parole. Merci Monsieur le maire. Donc concernant la création d'une maison des projets, c'est pas la solution qui est privilégiée. Il y a plutôt une idée de communication au fil de temps qui va être mise en place. Donc il va y avoir des palissades qui vont être installées aux endroits où il y aura les travaux. Il va y avoir des panneaux de communication sur les projets justement qui vont être présents. Il y a une lettre d'information aussi, il y a déjà un premier numéro qui a été envoyé. Il va y avoir un deuxième numéro qui va être envoyé prochainement, qui est actuellement en production. Enfin, il y a des temps d'information avec le Conseil citoyen, donc la dernière réunion qui a eu lieu le 10 mai. Et le Conseil citoyen peut être amené à convoquer les différents parties prenantes du projet. Il me semble notamment qu'il y a Mille et une Vie Habitat qui a été convoqué récemment. Je sais que Monsieur Pion y va aussi régulièrement pour faire part de l'avancée des projets. Moi, à plusieurs reprises, j'ai aussi indiqué que la ville était bien évidemment à leur écoute pour pouvoir venir intervenir lors d'un conseil citoyen. Et enfin, la CASGBS est en train de réfléchir à mettre en place des outils numériques à mettre à disposition dans les lieux publics, dans des établissements publics ou dans le lieu d'accueil du bailleur, qui reprendrait justement le fil en fait du projet qui est prévu sur 10 ans.
Voilà. Merci. Donc, il y avait une question ensuite sur Yves Culot, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est toi, Emmanuel? Alors, concernant Yves Culot, pour l'instant, de toute façon, l'activité se poursuit, bien évidemment. Il est clair qu'on est vraiment dans une phase d'étude avec le département, le conseil départemental, dans le cadre de la rénovation urbaine, hein, sur une probable maison médicale départementale. Donc voilà, ça permettrait de repositionner peut-être le centre médical, de l'agrandir, de l'optimiser, etc. Donc on a un vrai sujet sur le centre municipal. La deuxième chose, on a aussi le centre, le pôle Madeleine-Bresse, qui rentre dans une nouvelle tranche de travaux, de façon à pouvoir étendre l'activité et avoir une offre plus fournie. On a également certains médecins, entre autres le docteur Berda, qui souhaitent aussi étendre son cabinet médical. Donc, on est en train de discuter également avec elle. Alors, nous, on poursuit aussi, de mon côté, je poursuis les consultations avec un certain nombre de Sartrouillois, des praticiens qui souhaitent apporter leurs compétences paramédicales plutôt. Sur la ville de Sartrouville. Donc la même chose, chaque semaine je reçois de nouvelles propositions, donc ça c'est aussi beaucoup à l'étude. Et puis surtout on est en lien avec l'ARS qui développe en ce moment un nouveau dispositif qui s'appelle le SAS, le SAS. Je ne me souviens plus exactement de ce que signifie cet acronyme, je regarderai. Mais l'idée, c'est justement de pallier, d'essayer de pallier aux problèmes de démographie médicale et de la difficulté majeure à trouver des praticiens et d'obtenir des rendez-vous. Donc, c'est un dispositif qui permet de trouver un nouveau chemin, j'allais dire, se frayer un nouveau chemin pour trouver des médecins quand il y a une urgence et de ne pas passer systématiquement par les urgences des hôpitaux. Voilà. Donc il y a un certain nombre de réflexions qui se mettent en place et on essaye de continuer. On continue également avec l'ensemble municipal de santé et le docteur Ducrot à accueillir dans la mesure du possible des stagiaires en médecine, effectivement, de façon à les sensibiliser sur la situation de Sartrouville et faire en sorte qu'à l'issue de leur stage, ils puissent venir s'installer chez nous. Voilà, donc c'est une vraie question qui nous préoccupe grandement. Vous savez que c'est une question aussi qui se pose au niveau national. Et voilà, on essaye de chercher des solutions avec nos différents partenaires. Merci. Il y avait une autre question sur la pépinière d'entreprise des Indes. Oui, tout à fait. Monsieur Delacoste qui répond. Non, c'est qui alors? Pépinière des Indes. Oui, il y avait une pépinière je peux répondre comme Brancard et qui accueillait beaucoup d'entreprises. Oui, alors comme vous devez le savoir, elle a été malheureusement victime d'un incendie. Et comme vous devez le savoir aussi, ça appartient à la CSGBS, c'est pas propriété de la ville. Donc en fait, c'est la CSGBS actuellement qui est en train de mener une étude pour savoir justement quelle va être la future destination de ce bâtiment. Mais c'est pas un bâtiment communal, ça appartient à l'agglo. Oui, tout à fait. Je poserai la question à l'intercommunalité parce que on a besoin de pépinières. Celle-ci, elle est quand même idéalement placée avec l'action possible de structures d'accompagnement pour des personnes un peu fragiles sur le plan de la méthodologie de la création. Donc, je suis un peu surprise que ça demeure fermé, ça aussi. Et je poserai la question à l'intercommunalité parce qu'il y a eu beaucoup de communication autour de cette pépinière. On trouvait que c'était une très bonne idée qu'on soutenait et on est un peu, voilà, ça ferme, enfin ça ne rouvre pas, c'est pas beaucoup de communication autour, il y a de vrais besoins, donc c'est un peu la même chose sur un autre sujet, c'est un peu la même chose que la question que je posais sur les commerces vacants. Merci. Et ensuite, état de la voirie. Alors je ne sais pas à qui passer la parole, si c'est Monsieur Godard ou si c'est Monsieur Delacoste. Monsieur Godard répare et Monsieur Delacoste enlève l'argent. Alors, ils ont une responsabilité partagée. Donc, Monsieur Godard, d'abord. Mais l'état de la voirie, c'est un vaste sujet, Monsieur le maire. Qu'est-ce que ça veut dire, l'état de la voirie? Si je nous compare avec d'autres communes, je dirais que l'état de la voirie est plutôt bon sur la commune de Sartrouville. Après, peut-être que vous avez un certain nombre d'éléments qui nous permettent de contrer cela, mais bien évidemment, nous essayons de faire les travaux nécessaires que le budget nous permet. Mais oui, les arbitrages budgétaires
Oui, les arbitrages budgétaires sont toujours un peu compliqués avec mon ami Antoine, mais malgré tout, il consent à nous donner un certain nombre de crédits. D'ailleurs, pour tout vous dire, nous avons refait il y a peu, au mois d'avril, la deuxième partie du tapis de Gabriel Péry pour un montant quand même de 250 000 €, ce qui n'est pas rien. Nous allons faire un AGSR, à la fois l'assainissement et la voirie, pour un montant d'1,080 000 € d'estimation. Nous allons faire Camille Claudel, cette nouvelle voie qui va être réalisée sur le plateau pour une estimation de 250 000 €, et Heurstadt, là aussi, pour un montant de 550 000 €. Voilà, donc vous voyez, tout ça représente quand même des budgets non négligeables dans le cadre de travaux de réalisation de voirie. Après, sur certaines voiries, bien évidemment, qui ne sont pas forcément en bon état, nous ne pouvons pas intervenir tout de suite, parce que dans le cadre de concertation, notamment avec nos partenaires, que ce soit Enedis, Veolia et autres, ou GRDF, qui ont programmé un certain nombre de travaux sur les années à venir. Nous n'allons pas faire de la voirie ou du tapis de voirie sur des travaux qui vont être cassés l'année prochaine ou dans 2 ou 3 ans. Voilà. Et puis, il y a des voiries où nous ne pouvons pas non plus faire les travaux de tapis, puisque cela nécessite des crédits d'assainissement à engager. Et donc, voilà. Donc, tout ça prend toujours un peu de temps, mais nous avançons doucement mais sûrement. Merci. S'il n'y a pas, alors moi je corrige juste un tout petit point, c'est très bien ce qu'a dit Reynald, et bien évidemment j'y adhère parfaitement. On est conscient de l'effort en matière de voirie à réaliser. Bon, on a aussi des priorités que l'on se donne. On a donné une grande priorité sur l'école. Je vous rappelle qu'on inscrit des crédits conséquents sur les groupes scolaires, notamment le nouveau groupe scolaire dans le vieux pays, le quartier de l'Union. On a également le collège, nouveau collège, qui s'accompagne aussi d'un groupe scolaire à financer. Alors le département finance le collège et le gymnase qui va avec, ce qui est plutôt un bon cadeau. Et on doit financer aussi la maternelle et l'école primaire. Donc tout ça, ce sont des coûts. Donc pour nous, c'est une priorité, sachant qu'il faut qu'on fasse également de la voirie une priorité sur le prochain budget, qu'on regarde ensemble, en tout cas dans la réunion préparatoire, comment orienter nos crédits sur les voiries qui sont en mauvais état. Bon, j'ai lu dans la presse d'ailleurs que c'était dans beaucoup de communes le cas aussi, puisque c'est cher et c'est difficile à investir. Et puis, bien évidemment, on est très loin de l'état des voiries parisiennes, donc ça nous laisse encore une marge assez vaste pour arriver à cet état de délabrement, quoi. Mais bon, voilà. Or, c'est la capitale. Mais il y a un effort à faire et on est tout à fait conscient de ça. Voilà, je vous remercie. Madame, oui ? Oui, juste pour vous expliquer pourquoi nous avons mis cette question à l'ordre du jour. En fait, les gens se plaignent d'une manière générale, voilà, de l'état des rues à Sartrouville, de trous qui sont parfois rebouchés, mais qui restent, qui se redétériorent très rapidement. Donc j'entends bien tout ce que vous dites. Après, peut-être que les gens pourraient se rapprocher éventuellement du service technique qui pourrait leur dire, ben voilà, ici les travaux vont pas se faire ou se font pas parce que il y en a d'autres de raccordement prévus dans un an. Enfin voilà, peut-être qu'une communication, un accès facile à l'information pour les gens auxquels ça pose problème, ça pourrait s'envisager. C'est une vraie préoccupation. Voilà. Alors, pour vous répondre, nous étions encore cet après-midi à différents endroits de la commune avec des rendez-vous riverains. Et moi, j'aime bien aller sur le terrain parce que ça nous permet à la fois de voir la situation et de réfléchir sur ce que l'on peut faire. Donc, bien évidemment, moi, je suis preneur de toute personne qui souhaite avoir un rendez-vous dans son quartier. Moi, je prends, on se met d'accord sur une date et on se déplace. Merci. Il me reste à vous souhaiter une bonne soirée. Le prochain conseil municipal, alors ça sera mardi 28 juin.